Hello. Alors, est-ce qu'on m'entend? Oui, oui, oui. Matoche, qui sont ces gens? Alors, aujourd'hui, discussion autour des soins sans consentement. Je vais aller regarder un petit peu ce qu'on peut faire. Hop, je vais mettre le chat à hauteur d'œil, comme ça. Yep. Oula, bordel. Hop. Ah là, on est bien, on est bien, on est bien. Bon, je sais que... je sais que je suis en train de faire un stream en même temps que Wissam, qu'il y a de peu de chances qu'il y ait des gens qui viennent regarder ce qu'on fait, mais c'est pas grave. Alors, déjà d'une, il faut que j'aille retrouver mes cours que j'avais fait la dernière fois. Hop. À l'IFSI. Bonjour, bonjour. Donc j'avais fait des cours. C'est pas là, c'est pas là. C'est pas là non plus. Hop, je vais retrouver ça. Cours. Ouais. Ok. Oh là là, où est-ce que j'ai mis ça? J'ai pas mis ça dans les troubles de l'humeur quand même. Ça me paraît très bizarre. Non, c'est pas ça. Thérapeutique, c'est peut-être dans thérapeutique. J'ai foutu ça. Oui, tout à fait. Hop. Alors, allons-y gaiement. J'ai carrément fait un PowerPoint. Hein. On adore. Ah ouais, non, ça par contre, ça va pas le faire. Moi, je veux que le PowerPoint s'affiche ici. Alors, ce qu'on va faire comme ça. Hop. Voilà, ça c'est mieux. Non plus. Capture de fenêtre. Cloc. Cloc. Voili voilou. Alors, ça paraît assez important de parler des soins sans consentement en médecine. Puisque globalement, c'est quand même un des trucs les plus importants de la psychiatrie, c'est qu'on considère qu'une personne, quand elle est malade, et qu'elle nécessite des soins, eh ben, elle a... C'est un peu bizarre de parler tout seul, hein. Mais bon, c'est pas grave. Vous allez bien arriver, vous allez finir par arriver. En psychiatrie, quand une personne a besoin de soins, il peut arriver qu'elle soit pas capable de donner son consentement, son assentiment. Salut Olympe Lee. Enchanté. Première fois sur le chat. On est deux du coup, ouais, c'est bien, merci. Donc on va parler des soins sans consentement. Les soins sans consentement, du coup, c'est assez spécifique à la psychiatrie, c'est même très spécifique à la psychiatrie. C'est lié au fait que les patients, quand ils sont malades psychiatriques, étant donné qu'ils sont malades avec leur esprit, c'est bien leur esprit, c'est bien leur pensée qui est malade, parfois ils sont pas capables de se rendre compte qu'ils sont malades. Donc ça, c'est un des premiers trucs, ça s'appelle l'anosognosie. Et parfois, ils sont pas capables, du coup, du fait qu'ils soient anosognosiques, de se rendre compte qu'ils sont malades et donc qu'ils ont besoin d'être soignés. Eux, ils vont t'affirmer dur comme fer qu'ils n'ont pas besoin d'être soignés. Parfois, ils sont parfaitement nosognosiques, mais ils veulent quand même pas être soignés. Ok. Eh ben, bienvenue. Je suis étudiante en orthophonie. C'est très intéressant comme sujet pour moi.
Et ben ouais, bah tu vas pouvoir peut-être apprendre des trucs qu'on t'a pas forcément appris qu'on va pas forcément t'apprendre dans ton cursus. Donc alors d'une, la nosognosie, ne pas être conscient de son trouble. Donc, vu qu'il n'y a pas de trouble, il n'y a pas besoin de le soigner. Donc, on ne comprend pas pourquoi on nous emmène aux urgences, on ne comprend pas pourquoi on nous emmène chez un psychiatre, des choses comme ça. Deuxième chose, la nosognosie, donc la connaissance, noso, la maladie, et gnosie, la connaissance, la la réflexion sur. T'as beau avoir une nosognose de ta maladie, là, c'est pas parce que tu sais que tu as envie de te faire soigner. Par exemple, une personne qui est franchement suicidaire, dans un état très très grave, avec un RUD, donc on avait déjà fait le RUD, je sais pas si... Hop, je peux le ressortir, je peux le retrouver. Hein. Mais le RUD, hein, c'est le risque, urgence, dangerosité de la crise suicidaire. Quand on est dans des RUD qui sont très élevés, eh ben, on a des personnes qui ont un très très fort risque de passage à l'acte et qui sont assez convaincus par le fait qu'il faut passer à l'acte. Donc, cette personne-là, on ne va pas les arrêter. C'est pas parce qu'ils savent qu'ils sont malades et qu'on leur propose du soin qu'ils vont être d'accord. Et ça arrive assez régulièrement chez les patients dépressifs en grosse crise suicidaire. Notamment parce que la crise suicidaire, comme elle fonctionne, alors je ne sais pas là si j'ai la possibilité de montrer ça. Ah si, je devrais avoir. Ça devrait être là-dessus. Hop, ah non. Je vais le trouver. Donc ça doit être dans... Je vais le mettre là. Ça doit être sur le collège. Collège de psychiatrie. Clac, clac. Normalement, sur le référentiel, à un moment, ils font la crise suicidaire. Hop, on va aller chercher ça. Donc oui, on en avait déjà parlé une fois. Tous les trucs dont je vais parler, ça se retrouve sur Internet gratuitement. Il n'y a pas besoin de payer quoi que ce soit pour pouvoir en parler, pour pouvoir les regarder, pour pouvoir les lire. Notamment là, ce que je vais utiliser, bon, ça non, ça c'est un support de cours que j'ai produit moi-même, c'est un PDF un peu nul. Mais ce truc-là, là, le référentiel de psychiatrie, c'est un truc, tu tapes référentiel de psychiatrie sur Internet, tu trouves. Je peux mettre l'adresse hein, si vous voulez. Hop. Et donc ça te permet globalement d'apprendre. C'est pas non plus de l'apprentissage très très profond de ce que sont les pathologies psychiatriques, mais ça permet quand même de savoir un peu de quoi on parle et comment ça se traite et quels sont les pronostics, les évolutions, les symptômes précoces, les choses comme ça. Et donc là, hop. Si on cherche la crise suicidaire, il y avait un bon modèle sur la crise suicidaire. Voilà, c'est ça que je voulais montrer. Une personne, quand elle est en crise suicidaire, elle va d'abord, en fait, quand elle est en crise suicidaire, c'est quand elle arrive tout en bas de l'escalier. Là. Mais habituellement, d'abord, on a un problème, on essaye de le résoudre. Quand on n'arrive pas à le résoudre, donc on a épuisé notre première alternative, notre première possibilité, on n'arrive pas à résoudre. On va essayer de chercher une autre alternative. Quand on n'arrive pas à résoudre avec la nouvelle alternative, on s'enfonce à nouveau. On essaye avec autre chose. Et quand petit à petit, on va épuiser toutes les alternatives auxquelles on est capable de penser. Hein. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des alternatives absolues. C'est des alternatives que les personnes ont en tête à ce moment-là. Et donc, au bout d'un moment, les gens, ils ont perdu complètement l'espoir. Et vu qu'ils ne trouvent plus aucune solution à leur problème, il n'y a plus aucun espoir de s'en sortir. N'ayant plus aucun espoir de s'en sortir, forcément, le dernier recours, c'est la mort, puisque c'est la seule chose qui va pouvoir atténuer la souffrance. Donc ces personnes-là, quand elles se présentent aux urgences, elles ne souhaitent pas être hospitalisées. Puisque pour elles, être hospitalisées, c'est un truc auquel elles ont déjà pensé, ça fait partie des alternatives qu'elles ont déjà épuisées. Bah c'est bon, elles sont déjà descendues. Elles sont déjà descendues dans l'escalier. Donc cette alternative, non, on n'y pense même pas. Ça dégage. Toujours là, Olympe ? Hop, hop, hop.
Oui, ok, tu m'écoutes, tu écoutes, tu es bien là, tu es présente. Donc, premier truc, la nosognosie, principalement pour les maladies bipolaires et pour les schizophrènes. Deuxièmement, pour la dépression, la crise suicidaire. La crise suicidaire, c'est un truc pour lequel les gens ne veulent pas être hospitalisés non plus. Globalement, c'est dans ces schémas-là qu'on va retrouver le plus des patients qui nécessitent une hospitalisation et qui la refusent. On va avoir aussi des patients qui ont tout à fait conscience de leurs troubles, donc ils ont une nosognosie, mais malgré la connaissance du trouble, il y a une labilité du consentement. Alors ça, c'est plus compliqué à produire comme justification d'une hospitalisation sous contrainte, mais il y a des patients qui, à un moment, ils te disent oui, à un moment, ils te disent non. Ils se rendent bien compte qu'il faut faire quelque chose, mais ils ont très peur de l'hôpital. Mais toi, tu sais bien, en tant que soignant, qu'il va falloir l'hospitaliser. Il le faut absolument. Parce que c'est le seul endroit où on va pouvoir l'aider, on va pouvoir peut-être lui sauver la vie. Parfois, on n'y arrive pas, mais c'est quand même l'endroit qui est le plus adapté. Et donc, il y a des gens qui vont dire oui, non. Et ben dans ce cas-là, quand c'est oui, non, si tu le mets en soins libres, il y a des chances qu'en arrivant en soins libres, il veuille partir. Et ben dans ce cas-là, on prend les devants et on fait une hospitalisation sous contrainte. Voilà. Donc l'hospitalisation sous contrainte, qu'est-ce que c'est ? C'est une hospitalisation, comme son nom l'indique, sous la contrainte. La personne, elle ne décide pas de son hospitalisation. Sauf dans le troisième cas là, que je viens d'exposer, où la personne, elle est assez d'accord avec l'hospitalisation, même si ça lui fait peur, qu'elle est un peu labile concernant son consentement. Mais globalement, c'est des gens qui n'ont pas envie d'être hospitalisés, voire qui n'ont pas envie d'être aidés tout court. C'est même pas que l'hospitalisation, parfois c'est laissez-moi tranquille, laissez-moi, je vais me tuer de toute façon. Voilà, il n'y a pas de... Je vais m'en sortir par mes propres moyens, c'est-à-dire la mort, ou c'est tuer quelqu'un, ou c'est... Voilà. Donc parfois ça peut être pour protéger les autres aussi, hein, bien sûr. Donc l'hospitalisation sous contrainte, on va la mettre en place dans ce cadre-là, la plupart du temps aux urgences, et évidemment, on ne peut pas le faire tout seul. Alors oui et non, hein, vous allez voir que oui et non. L'hospitalisation sous contrainte, c'est une hospitalisation... Normalement, je peux faire ça. Oui. L'hospitalisation sous contrainte, c'est une hospitalisation qui se fait en théorie avec un médecin psychiatre, la plupart du temps, en tout cas un médecin qui va être assez spécialiste de ce qui va juger comme étant une problématique importante pour la santé du patient. Et vu que l'on parle de problématiques psychiatriques, en théorie, c'est censé être un psychiatre. Deuxièmement, il est censé normalement y avoir un autre médecin qui intervient, et un autre médecin qui n'appartient pas à la structure dans laquelle le patient va être hospitalisé. Et en plus de ça, en théorie, on n'hospitalise pas avec seulement l'aval des médecins, mais avec l'autorisation d'un proche qui se porte garant de la personne le temps de sa pathologie. Donc c'est ce qu'on appelle une hospitalisation à la demande d'un tiers. Donc la plupart du temps, en psychiatrie, quand on a les moyens de le faire, c'est-à-dire quand on a un tiers sous la main, quand la personne elle a de la famille, quand la personne elle a des proches, on va pouvoir utiliser la méthode de l'hospitalisation à la demande d'un tiers. Donc il faut un psychiatre, un tiers, un membre de la famille, la plupart du temps, et il faudra un certificat médical d'un médecin d'une structure externe à la structure dans laquelle va être hospitalisée la personne. Donc c'est ce qui est résumé ici dans la SPDT. Alors si ça arrive la nuit aux urgences psychiatriques, il y a forcément 2 médecins, c'est pour ça que vous dites censé... alors déjà tu peux me tutoyer, mais oui. C'est pour ça que je dis censé, ouais. Salut Paul, ça va la pêche ? Oui, je dis censé parce que ça arrive pas toujours, effectivement. En fait, ce qui arrive pas toujours, c'est pas forcément qu'il y ait 2 médecins. Ça arrive qu'il y ait qu'un seul médecin, mais c'est assez rare la plupart du temps. C'est dans des urgences que les gens arrivent, et dans les urgences, il y a quand même plusieurs médecins qui sont pas forcément des psychiatres, mais il y a souvent un psychiatre et d'autres médecins. Parce que sinon, ça peut pas s'appeler des urgences. Les urgences, il faut qu'il y ait un psychiatre potentiellement. Enfin, des urgences régionales, pardon. Donc un service d'accueil d'urgence. Donc il y a forcément au moins un psychiatre et ensuite d'autres médecins. Le problème, c'est que, et la plupart du temps, les médecins, ils appartiennent tous à la même structure.
Et vu qu'on doit faire, pour faire une SPDT classique, il nous faut un certificat médical externe. Ah oui, mais là, vous voyez pas bien. Attendez. Hop. Hop, hop, hop. Je vais le mettre là-dessus, comme ça. Ouais. Donc, on a besoin d'un certificat médical interne. Bah ça, on a tous les médecins qui sont sur place, mais on a aussi besoin d'un certificat médical externe. Et là, parfois, la nuit, effectivement, tu vas pas arriver à trouver un médecin qui est externe à la structure, c'est-à-dire, par exemple, un médecin généraliste, les médecins de SOS médecins, les choses comme ça. Donc, parfois, c'est compliqué d'avoir un médecin externe à la structure en pleine nuit quand tu fais la mesure. Donc, au moment où tu fais la mesure, eh ben, tu vas te passer de ce certificat médical du médecin externe dans ce qu'on va appeler la SPDT d'urgence. Donc là, SPDT, soins psychiatriques à la demande d'un tiers. Là, c'est SPDT d'urgence, la SPDTU, donc soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence. Donc en urgence, ça va bien dans le sens de ce que tu disais, Olympe. C'est quand on ne peut pas le faire. Quand on ne peut pas le faire là tout de suite, avec les deux médecins, on est bien obligé de le faire quand même. Bah oui, on n'a pas de médecin externe, on fait sans. On a ensuite l'autre mesure, la SPPI, la soins psychiatriques en péril imminent. Donc là, on a un certificat externe, pas de certificat interne, et c'est parce qu'on n'a pas trouvé de tiers. Donc ça, le péril imminent, c'est compliqué à faire la plupart du temps. Et ensuite, la SPDRE, les soins psychiatriques à la demande d'un représentant de l'État. Donc ça, c'est anciennement ce qu'on appelait l'HO. HO, c'était l'hospitalisation d'office. Et donc ça, c'est même pas un médecin qui décide. Donc il y a un certificat médical, mais en réalité, la plupart du temps, le patient arrive avec les forces de l'ordre, menotté, d'une garde à vue la plupart du temps, et on nous dit, ce patient a des troubles psychiatriques, il faut l'hospitaliser. Et nous, on doit juste dire oui ou non s'il a des troubles psychiatriques. S'il en a, pouf, il est hospitalisé d'office. Donc c'est pour ça que ça s'appelait l'hospitalisation d'office. Et donc ça, c'est un placement préfectoral. C'est un placement du préfet en hôpital psychiatrique. Je vous cache pas que les SPDRE, ça se fait de moins en moins, vous n'êtes pas sans savoir. Enfin si, bah du coup, Olympe, je sais pas si tu sais, mais moi je suis médecin psychiatre à la prison, et en fait, ce qu'on remarque actuellement, c'est qu'en prison, on retrouve de plus en plus de patients qui auraient dû être orientés vers les hôpitaux psychiatriques sur des SPDRE, c'est-à-dire ils passent par la police, mais la police se rendant bien compte que ce sont des patients psychiatriques, et ce ne sont pas simplement des contrevenants, et ben ils sont réorientés vers les urgences, expertisés et envoyés en hôpital psychiatrique. Ben là, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que n'ayant pas de place en hôpital psychiatrique, les juges, les officiers de police judiciaire disent « Ok, on sait qu'il a des problèmes », les préfets aussi, on sait qu'il a des problèmes psy, mais il n'y a pas de place à l'hôpital. S'il va à l'hôpital, il va peut-être rester 2 semaines, il va ressortir. Donc, incarcération pour plusieurs mois, et là-bas, on sait qu'il y aura un psychiatre. Donc moi, puisqu'ils savent qu'il y a un psychiatre en détention. Ils savent qu'il y a des médecins en détention, alors qu'à l'hôpital psychiatrique, il n'y en a pas. Enfin, il n'y en a pas, il y en a, il est censé y en avoir, mais en fait, il y a un déficit de moyens qui est tellement énorme qu'ils préfèrent envoyer en détention plutôt que d'envoyer à l'hôpital, c'est dire. Voilà. Donc ça, c'est les soins sous contrainte. Hop. Ce qui est important dans les soins sous contrainte, c'est que... alors, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un reportage qui s'appelle 12 jours. Vous avez déjà entendu parler ou pas de ce reportage ? C'est un film reportage. De Raymond Depardieu. Vous connaissez pas ? Non, vous n'avez jamais vu ? On va se mettre la bande-annonce. En espérant que ça fasse pas sauter la chaîne, ce serait bien. Hop. Hop, hop. Donc moi je suis la juge des libertés et de la détention et je suis chargée aujourd'hui de vérifier la procédure vous concernant. La procédure s'est passée au tribunal. Je suis jamais passé au tribunal. Non, vous ne passez pas au tribunal, non, mais Ici, vous faites l'objet d'une procédure d'hospitalisation sous contrainte. Ici, Ça s'appelle comme ça.
Quel, c'est le juge des libertés et de la détention. Enfin, des lieux de privation de liberté. C'est le JLD. Ça, c'est une chambre d'isolement. Bref. Dans ce truc-là, vous avez un service de psychiatrie avec un patient bien neuroleptisé qui est sous traitement et qui, du coup, marche comme un parkinsonien. Là, on a un patient qui a été hospitalisé sous contrainte. Et on lui dit, là, vous passez devant le juge. Il dit, je comprends pas, pourquoi je devrais passer devant le juge ? Parce qu'en fait, vu que c'est une mesure de privation de liberté, on est bien obligé d'avoir un contre-pouvoir qui empêche aux psychiatres d'hospitaliser à tout va des gens qui ne nécessiteraient pas d'être hospitalisés. Donc, il y a un juge qui va se pencher sur les procédures. Donc, ces gens sont défendus par un avocat. Donc, là, derrière lui, il y a un avocat. Et on fait venir le tiers aussi, si on peut. Et donc, la personne, on lui explique qu'elle est hospitalisée contre son gré, mais qu'il y a un cadre légal à ça. La personne, elle n'est pas jugée. Ce qui est jugé à ce moment-là, c'est la procédure. Mais ça, c'est très compliqué parce que c'est pas les psychiatres qui passent devant le juge. C'est la personne elle-même. C'est la personne elle-même dont on contrôle la privation de liberté. Et donc, c'est vrai que ça peut être hyper stressant pour les patients. Ça, on voit un truc qu'on voit très régulièrement. Donc, ça s'appelle 12 jours parce qu'ils doivent y passer dans les 12 jours qui suivent leur hospitalisation. Et donc là, lui, il doit être à ses 12 jours et donc il voit le JLD. Et il comprend pas ce qui lui arrive. Ça, non. La procédure s'est passée au tribunal. Je suis jamais passé au tribunal. Non, vous ne passez pas au tribunal, non, mais vous faites l'objet d'une procédure d'hospitalisation sous contrainte. Ici ? Ça s'appelle comme ça. Autour de moi, il y avait 12 personnes, 12. Il faut de nombreuses personnes pour imposer la contention à quelqu'un. 12 personnes autour de moi pour m'attacher. En 2 minutes, j'avais plus de montre, plus rien. Ça, c'est la différence avec une HO qui vient plutôt de la force publique. Non, ouais. Alors l'HO, du coup, j'en parlais juste avant. HO, ça s'appelle aujourd'hui la SPDRE, c'est ça. SPDRE, c'est soins psychiatriques à la demande d'un représentant de l'État. Et donc, c'est un arrêté préfectoral où la personne, elle est placée directement en hôpital psychiatrique. Mais quand il y a une SPDRE, il y a aussi le juge des libertés qui intervient. C'était très violent. Mais le docteur ne peut pas faire tout. Il y a moi aussi. Certes. Il y a moi, il y a mon ordre aussi. C'est moi qui dois obéir. Je suis pas sûre que la loi me demande de décider si vous pouvez vous suicider ou pas, parce que c'est pas mon rôle. Vous voyez, là, on a eu face à une patiente visiblement dépressive et suicidaire. Et elle dit, moi, j'aimerais bien qu'on me laisse sortir pour que je puisse me tuer, quoi. Et là, il y a des médecins qui disent, non. Tant que vous êtes en crise suicidaire, l'alternative, c'est nous. Donc je vous dirais bien que dans mon parti politique, moi, je vais supprimer les psychiatres. Je suis fou, j'ai la folie d'un être humain. C'est au Vinatier à Bron, c'est à côté de Lyon. Donc là, vous avez vu un truc qui a dû vous marquer aussi, c'est que dans ces services hospitaliers, étant donné que c'est des services sous contrainte et que les gens sont là contre leur gré, ce sont des services qu'on pourrait dire carcéraux, ce qu'on appelle des services fermés, avec des grillages, avec des grilles, avec des barreaux. Tout est sécurisé, vous voyez la cour de promenade avec des grilles. Les gens ne peuvent pas sortir. C'est très enfermant comme truc. C'est assez violent. Voilà. Donc ça, c'était ces 12 jours de Raymond Depardon. Très intéressant comme film. Malheureusement, je connais le Vinatier, pas pour moi, mais je connais. Bon, oui. Le problème du Vinatier, c'est que ça a pu être un très bon hôpital psychiatrique. Aujourd'hui, les moyens, comme dans tous les hôpitaux psychiatriques, c'est catastrophique. Et bon... On va pas parler, on va pas débattre de ça. Là, je viens juste vous expliquer les soins sous contrainte. Donc, en théorie, les soins sous contrainte.
je vous ai montré les 12 jours, c'était pour ça. Vu que c'est un lieu de privation de liberté, c'est un moment de privation de liberté, il faut essayer de limiter au maximum le pouvoir quand même du psychiatre sur son patient à ce moment-là. Donc, il y a le premier certificat qui est fait, et à 24 heures, dans les 24 heures, doivent être refaits un certificat somatique, donc qui va permettre de savoir si la personne elle est en bonne santé physique et qu'elle peut être hospitalisée en soins psychiatriques et qu'elle ne nécessite pas d'autres soins avant d'aller en psychiatrie. Des choses qui arrivent, hein. Des gens qui se sont fait du mal, qui arrivent d'une tentative de suicide, par exemple, où ils n'ont pas abouti à la mort, mais ils se sont blessés. On va mettre en place les soins psychiatriques sous contrainte, et les patients, pendant le début de l'hospitalisation, en fait, ils ne vont pas être à l'hôpital psychiatrique, ils vont être à l'hôpital général. Donc, on est obligé de vérifier qu'ils sont en bonne santé physique, et on refait un examen psychiatrique pour pas donner tout le pouvoir au premier psychiatre qui l'a vu. Il peut arriver que le deuxième psychiatre qui le voit dans la journée dise « Ah bah non, c'était une crise très ponctuelle, ça va mieux », ou alors mon collègue s'est trompé concernant la prise en charge, ou alors c'est trop traumatisant pour le patient, il va falloir qu'on le laisse sortir, et on le reverra, il accepte de me revoir, par exemple dans une semaine, ou voilà, ou dans quelques jours, de revenir nous voir. Donc, il y a un certificat à 24 heures, un certificat à 72 heures. Comme ça. On doit faire un avis motivé avant le passage devant le juge des libertés et de la détention. Donc ça, c'est refaire encore un certificat pour dire pourquoi on le maintient au-delà des 12 jours. Parce que une fois qu'on a passé les 12 jours, là, la main, elle revient beaucoup plus au psychiatre. Et c'est plus embêtant. Parce qu'il y a beaucoup moins de contrôle derrière. Alors, c'est plus embêtant pour le patient qui veut se défendre, c'est beaucoup moins embêtant pour les psychiatres, parce que du coup, là, ils sont beaucoup moins régulés à ce moment-là. Les patients qui sont hospitalisés, du coup, sous contrainte, ils sont, comme je vous l'ai dit, dans un service fermé la plupart du temps. Ça peut arriver qu'ils soient dans des services ouverts, et que le simple fait qu'on leur dise qu'ils sont là contre leur gré, ça les fasse rester et qu'ils n'essayent pas de fuguer du service. C'est ce vers quoi on va tendre, je pense, petit à petit en psychiatrie, des services ouverts dans lesquels on fait des soins sous contrainte, avec des petits sas fermés qui permettent de façon très ponctuelle sur des personnes en tentative de fugue, de maintenir la personne avec nous, mais je pense qu'on va arriver petit à petit à des portes ouvertes la plupart du temps. Donc, étant donné que c'est un service qui est complètement fermé, que c'est le directeur de l'établissement qui accepte l'hospitalisation sous contrainte dans les murs de son hôpital, il faut demander pour tout l'accord du directeur. Donc, quand on veut faire une sortie, quand on veut faire une permission et la fin de l'hospitalisation, il faut le demander l'autorisation au directeur. Voilà, c'est pour que il y ait une trace administrative. En fait, le directeur, globalement, il dit oui. Mais il va dire oui, mais c'est pour qu'il y ait une trace administrative à chaque demande de liberté, on pourrait dire conditionnée à un temps de permission, à un temps de sortie du service pour aller faire des courses, des choses comme ça. Et quand c'est pas le directeur qui demande cette hospitalisation, qui autorise cette hospitalisation dans les murs, mais que c'est un placement du préfet, et dans ce cas-là, on demande au préfet directement. Et là, par contre, c'est plus compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de HO qui viennent sur des troubles à l'ordre public, des délits, des délinquances parfois graves, allant jusqu'au crime. On peut avoir des agressions sexuelles, des choses comme ça, qui sont commises sous l'emprise d'une maladie psychiatrique. Ou des menaces terroristes. J'ai déjà connu des trucs comme ça. Et en fait, les préfets, du coup, ils veulent surtout pas les voir dehors. Donc, on a beau leur faire la demande de permission, c'est eux qui se positionnent en disant non, on ne le laissera pas sortir. Aussi, pendant le temps de l'hospitalisation, en théorie, on est, comme je vous montrais tout à l'heure, dans la SPDT dite classique. Je vais remettre comme ça. Merde, pardon, mince. Je vais remettre comme ça, mais en théorie, on est dans la mesure dite classique, donc la mesure tout à gauche, avec un tiers, un certificat médical externe, un certificat médical interne, et donc l'accord du directeur de l'établissement.
Mais il y a quand même le tiers dans cette histoire. Et le tiers, il n'est pas anodin, il est important. Il peut lever l'hospitalisation à tout moment. S'il considère que les soins qui sont donnés à son proche ne sont pas de bonne qualité, ou que c'est pas adapté, ou que ça le fait souffrir. Et là, on peut arriver à d'autres problématiques, comme par exemple, on va aborder là la hiérarchie des tiers. Il y a des tiers qui ont plus d'importance que d'autres. Si évidemment vous êtes juste son voisin, vous le connaissez depuis peu, ben, vous pouvez être tiers. Si vous le connaissez depuis plus de 6 mois, que voilà, vous agissez dans son intérêt, qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt, vous pouvez faire la demande de tiers pour lui. Mais c'est un peu compliqué. Du coup, si par exemple la mère, le frère, la sœur, le conjoint veulent faire sortir, parce que c'est un tiers qui aura plus de poids que vous, en tant que voisin, pour faire sortir le patient de détention. Si vous voyez. J'ai des formations professionnelles, mais pour moi, ça ressemble tellement à un service fermé, la prison, qu'effectivement, c'est quasiment de la détention. Donc, dans la SPDT classique, le tiers a quand même une importance capitale, c'est-à-dire qu'on va du coup le tenir informé pour qu'il puisse juger de l'intérêt des soins. On va le tenir informé de ce qu'on fait à l'hôpital et de... Ouais, il y a une tier list des tiers, clairement. C'est ça. Il y a le S, le A, c'est ça. Et donc, en fait, il y a des tiers qui sont plus importants que d'autres, ce qui paraît assez logique quand même. Hein. On pourrait considérer qu'en théorie, vos parents ou votre conjoint, votre conjointe aura plus envie de votre bien que votre voisin, par exemple, qui vous connaîtra mieux. Voilà, c'est l'idée. Hein. Et que si y a un conflit entre des tiers, bah, on applique la hiérarchie des tiers. Alors s'il y a un conflit entre les deux parents, c'est chiant. Et là, on demandera plutôt aux patients de juger, voire, parfois, à des juges de trancher. De trancher ce qui est de ce qui est dans l'intérêt du patient. Voilà. Globalement, c'était un peu l'idée des soins sous contrainte. Dans cette problématique, avant, ça ne s'appelait pas soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou soins psychiatriques en péril imminent. C'était simplement les soins sous contrainte, les SSC, ou les soins sans consentement. Ça se disait aussi SSC, ça tombe bien. Mais il y a une problématique dans l'idée de certains médecins que c'est quelque chose, quand le patient n'est pas d'accord avec la thérapeutique qu'on veut lui donner, qu'on l'hospitalise contre son gré parce qu'il refuse le traitement. Et donc ça, c'était un vrai problème. C'est un vrai problème encore aujourd'hui, puisque, comme je vous disais, on m'a déjà appelé pour évaluer un patient en disant « Oui, mais regardez, il refuse un traitement, par exemple une chimiothérapie, il a un cancer, il va mourir. Si on ne le traite pas, si on le soigne ou qu'on le traite, peut-être il y a une hypothèse de guérison ou en tout cas une amélioration du pronostic. » Et on me dit, mais le patient, il refuse, est-ce que c'est pas suicidaire, quoi ? Et on me demande d'évaluer le patient pour savoir s'il est suicidaire ou non. Donc j'en avais parlé déjà quand j'avais fait quand j'avais fait le stream sur l'euthanasie, en parlant du fait que c'est très compliqué de faire le discernement d'un patient, d'attester du discernement ou non d'un patient concernant ses propres troubles, et de savoir si oui ou non ce qui lui empêchait le discernement et donc ce qui lui provoquait son refus d'un soin, c'était une pathologie psychiatrique. Donc en l'occurrence, là, ce serait de la dépression où la personne n'a pas envie de se soigner parce qu'elle est déprimée et qu'elle laisse le cancer la tuer. Ce qui serait une tentative une pensée suicidaire par procuration. C'est l'autre, c'est le destin qui me tue, quoi, et moi je suis pas contre. Je ne me bats pas pour la survie. Sauf que ça peut aussi être que simplement, on peut très bien avoir une pensée suicidaire en disant mais le traitement là il va être délabrant, il va me faire du mal. Et moi je suis au clair avec la mort, j'ai pas envie juste de gagner du temps de vie, j'ai juste envie de gagner en qualité de vie, et j'ai en tout cas ne pas envie de perdre trop en qualité de vie, ou de partir dans un état pas possible, avec des proches qui vont du coup me voir très mal et tout. Je préfère que ça se fasse vite. Et du coup, la chimiothérapie, je suis pas sûr que ce soit une super idée que je meure dans ces conditions-là.
Et c'est tout à fait entendable. Mais pour beaucoup de médecins, c'est pas entendable, ça. Qu'on leur refuse, qu'on refuse aux médecins, finalement, son droit à soigner ou à guérir, vous voyez. Que le médecin lui refuse son droit à le soigner. Bah ça, c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement. Ça peut mettre les médecins complètement en boule, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur les trucs comme ça? Oui, je vous disais, maintenant ça s'appelle soins psychiatriques. Parce que comme ça, on dit bien que c'est que lié à la maladie psychiatrique. Hein. C'est pas lié à d'autres maladies, quoi. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Je vois qu'on a un nombre exceptionnel sur ce stream. C'est génial. Mais si vous voulez des infos, là, franchement, ce truc il est très accessible, c'est facile à avoir. Hein. Pareil, on va avoir le DSM-5, qui est très facile à avoir. Tu peux le télécharger facilement sur Internet. Ça pose pas de problème. Et si vraiment t'es hyper chaud, tu télécharges ça. Le STAL. Bon, le STAL, faut vraiment être très chaud, quoi. Ça te dit comment fonctionne le cerveau en fonction des pathologies et comment fonctionnent les traitements au niveau synaptique, au niveau neurologique. Mais ça, tout ça, ça se trouve sur Internet, c'est gratos. Donc si vous voulez être meilleur que votre psychiatre, c'est pas compliqué, il suffit de lire. Vous serez vite meilleur que moi, il n'y a pas de souci. Des questions? On passe à autre chose?